bonjour, je me présente, je suis Mr. Fox. Vous regardez actuellement Parlons VF, une émission sur le doublage français. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Ah, le doublage, un sujet très délicat et très difficile à aborder, surtout dans la communauté geek et otaku. En effet, dès que quelqu'un parle doublage, ce qui nous vient à l'esprit directement, c'est ça. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Ou encore... Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Ou même... Elle s'en monte à cause de moi. Alors cette émission n'est pas là pour encenser le doublage, ni pour le mettre au pilori, mais plutôt au contraire pour vous aider à tempérer. Il y a des très mauvais doublages, ça je pense que c'est un acquis pour tout le monde, mais il y en a aussi des très bons, et il convient de faire la part des choses et de distinguer ce qui est réussi de ce qui ne l'est visiblement pas. Dans chaque émission, nous nous attarderons sur une version française. Nous la décortiquerons, nous essaierons d'en connaître les auteurs, les acteurs, de savoir quel studio s'en est occupé, qui l'a dirigé, si les acteurs sont bons, si les auteurs sont bons, si les textes sont bons, pour finalement dire si cette VF vaut le coup ou pas. Tout simplement. Et pour cette première émission, on va s'attaquer à un chef-d'œuvre de l'animation japonaise, réalisé par un dieu, celui qui a réalisé ce film qu'on voit pas le titre parce qu'il dépasse du cadre. Je parle de nul autre que de Hayao Miyazaki et de son film Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, ou Mononoke Hime, sorti en 1997 au Japon, et en 2000 en France, est un film assez particulier dans la filmographie du réalisateur. Plus ambitieux, plus sombre, il prend place dans un Japon médiéval où les animaux sont encore considérés comme des sortes de divinités, grandes bêtes immenses et majestueuses. Le film nous raconte l'histoire de Ashitaka, un jeune humain maudit par un sanglier géant devenu fou, qui va devoir quitter son village et apprendre à poser sur le monde un regard sans haine. Au cours de son voyage, il va rencontrer un moine vagabond, plus fourbe qu'il n'y paraît, une chef de guerre qui dirige des forges, et la princesse des loups, San, aussi appelée Mononoke. Je suis venu ici pour demander à l'esprit de la forêt de me délivrer de la malédiction de Nago. Les hommes sont beaucoup plus dangereux que les dieux de la forêt. Princesse des esprits de la nature, des bêtes et des anciens dieux. Sauvageonne, élevé par des loups et qui a juré ma mort. Princesse Mononoke, c'est l'un des premiers films des studios Ghibli à avoir été distribué internationalement grâce à un partenariat avec Buena Vista International qui s'occupe aussi de tous les films des studios Disney. C'est donc un soin tout particulier qui a été accordé à la version française de Princesse Mononoke, un soin de la même nature que celui apporté au film Disney. On retrouve donc logiquement Dubbing Brothers comme studio pour s'occuper de ce doublage, ce sont eux qui s'occupent de tous les films des studios Disney. L'adaptation, c'est-à-dire écrire les textes en fonction des mouvements des lèvres, et la direction artistique, c'est-à-dire choisir les comédiens et les diriger sur le plateau, ont été confiés à Jean-Marc Pantier, qui est assurément un acteur majeur du monde du doublage depuis la fin des années 90, et même un petit peu avant. Il a dirigé énormément de films et énormément de styles différents, aussi bien des comédies comme American Pie ou Ace Ventura, aussi bien des drames humains comme Parler avec elle ou Tout va bien, The Kids Are Alright, aussi bien des documentaires comme Fahrenheit 911, que des fresques épiques comme Gangs of New York, et évidemment des films d'animation. C'était déjà lui qui s'est occupé de Porco Rosso en 1995, et il s'occupera plus tard de d'autres films des studios Ghibli, comme par exemple Nausicaa de la vallée du vent. Alors ça va être difficile pour moi de vous parler de la qualité de l'adaptation, dans la mesure où je ne parle pas un traître mot de japonais, et c'est toujours difficile de se fier aux sous-titres dans ces cas-là. Certains sont traduits de l'anglais, d'autres sont tirés des dialogues de la version française, et dans tous les cas ils sont trop concis pour être exhaustifs. Donc je me contenterai de vous parler de la qualité d'écriture des textes français, et je vous dirais qu'ils sont très bien écrits. Ils sont percutants, poignants, ils tapent bien où il faut, comme il faut, vraiment bon travail, rien à redire à ce niveau. Avez-vous la moindre idée de la provenance de cette lettre? Elle vient de l'empereur en personne. De l'empereur en personne? C'est qui l'empereur en personne? Le grand Mikado. Un grand cadeau, c'est gentil. Oui, elle m'épate, ça, elle m'épate. On notera que Jean-Marc Pantier a utilisé quelques trucs pour pallier aux différences de langue entre le français et le japonais.
Tu nous intrigues, Mr. Fox, que veux-tu dire par là? Eh bien, regardons en version originale un extrait du film. Il s'agit du moment où la chamane du village annonce à Ashitaka qu'il est condamné et qu'il va bientôt mourir. Je vous spoil rien, c'est dans les premières minutes du film. はい。たたり神に矢を射るとき心を決めました。そのあざはやがて骨まで届いてそなたを殺すだろう。ひい様、なんとかなりませんか。足高は村を守り、乙女らを守ったのですぞ。Vous avez remarqué ce lourd silence où Ashitaka encaisse la nouvelle comme il peut? Voilà la même scène en version française. La tâche peu à peu envahira ton corps jusqu'à pénétrer même l'intérieur de tes os. Le mal te causera d'effroyables souffrances et puis tu périras. On ne peut rien faire pour empêcher ce malheur. Le prince a reçu cette blessure en sauvant nos vies et en défendant notre village. Une scène qui fait se poser des questions sur les droits et devoirs d'une adaptation. D'un côté, l'adaptateur a fait parler un personnage sur un passage supposé muet, ce qui trahit l'œuvre originale et affaiblit un petit peu la tension dramatique. D'un autre côté, cette phrase c'est la traduction littérale de la version japonaise, et peut-être que l'allégé aurait trahi encore plus l'œuvre originale. Alors que choisir? De l'aveu de Jean-Marc Pentier, c'était pas un choix facile à prendre, et s'il devait le refaire aujourd'hui, il le ferait sans doute différemment. Pour moi, la scène fonctionne. Et c'est tout ce qui compte dans ce genre de situation. En dehors de l'adaptation, la deuxième chose importante dans un doublage, c'est bien évidemment les comédiens. Alors parlons-en. Le prince Ashitaka, le héros du film, est interprété en version française par Cédric Dumont. C'est la voix française récurrente de Paul Rudd et de Jason Biggs, notamment dans la série de films American Pie. C'est également la voix française de Simon Pegg dans tous les films estampillés Mission Impossible ou Star Trek. Enfin, vous le connaissez peut-être en tant que Francis, l'aîné de la fratrie dans la série américaine à succès Malcolm. Salut maman. Oh, si tu savais combien vous me manquez tous les 5, je vous aime tant. Je me disais que je pourrais venir vous voir. Je viendrai aujourd'hui. Il y a un vol qui décolle dans une demi-heure et j'ai déjà réservé, alors j'aurai besoin du numéro de ta carte bancaire. J'aime beaucoup ce que fait ce comédien, notamment son travail sur Simon Pegg. Dans ce film, il est bon, certes, mais il a des passages un petit peu... comment dire, monocordes. Je sais que le personnage est aussi un petit peu comme ça en version originale, lui aussi a ce ton posé, presque résigné, et dans un sens, Cédric Dumont retranscrit bien cette facette du personnage, mais d'un autre côté, certaines répliques sonnent un peu fausses, de par le côté détaché, presque lu de la voix du comédien. Vous commencez par voler la forêt au sanglier, puis vous le transformez en monstre, et maintenant vous fabriquez des armes mortelles, vous n'en avez pas assez de semer partout la terreur et la haine. Bon, cela dit, je chipote, Cédric Dumont est bon dans ce personnage, et il parvient à le suivre jusqu'au bout du film, même dans ses passages les plus forts. Face à Ashitaka, on retrouve San, jeune fille élevée par des loups. C'est Virginie Méry qui a été choisie pour l'interpréter en version française. Virginie Méry, une femme que l'on connaît plus comme directrice artistique que comme comédienne. Elle a dirigé d'excellentes VF, j'ai en tête Shutter Island, le récent Prisoners, et l'excellent Bob l'éponge le film. Sérieusement, allez le voir, ce film il est à mourir de rire. Virginie Méry campe ici un personnage ambigu, attaché au loup, rejetant ses origines humaines, et pleine de rage et de colère envers ces humains qui détruisent la forêt jour après jour. Virginie Méry parvient à retranscrire cette rage avec beaucoup de justesse. Bon, des fois, elle en fait un petit peu trop, et il y a un décalage entre une voix forte et un visage un peu plus paisible à l'écran. Mais très honnêtement, pour un ou deux moments de surjeu, on a des dizaines et des dizaines de bons moments très justes, très péchus, et on retiendra de Virginie Méry beaucoup plus son énergie et sa colère très communicative que ses quelques moments de faiblesse. San, je t'en prie, aide-moi. Non! Tu es du côté des humains, tu l'as toujours été! Emporte cette maudite femme et disparais! San. Va-t'en! Les humains ne sont pas mes amis, je les hais! C'est vrai, je suis un humain. Mais San, toi aussi. Tais-toi, je suis une louve comme ma mère! San. Laisse-moi! Princesse Mononoke, c'est également bon nombre de personnages secondaires, tous plus intéressants les uns que les autres. La mère louve, par exemple. En version originale, elle est interprétée par Akihiro Miwa, un célèbre transformiste japonais. Sa prestation et son interprétation en version originale est donc particulièrement intéressante. Mère louve à la voix d'homme, aux intonations de doyenne du monde,
On dit souvent dans le film que les animaux sont encore des divinités. L'interprétation de Akihiro Miwa accentue encore plus cette impression de divin. Pour la version française du film, plutôt qu'une voix d'homme, on a choisi une voix de femme. Mais pas n'importe laquelle, celle de Catherine Sola, une comédienne qui a fait ses preuves au théâtre, au cinéma, récemment dans le film Le Premier Homme, et qui aujourd'hui double surtout un personnage des Feux de l'amour. C'est une mauvaise maladie qu'elle a. C'est quoi son nom déjà? Je me souviens jamais. Une dépression. On n'a pas la fièvre. On est toujours fatigué. Et on n'a plus envie de vivre. Si la performance de Catherine Sola souffre de la comparaison avec la version originale, elle n'en demeure pas moins excellente. Catherine Sola a elle aussi cette intonation de doyenne du monde, une voix gutturale, rauque, qui correspond parfaitement à cette mère louve. Puisque je porte aussi en moi une boule de poison des humains. Nago a fui et les ténèbres l'ont rattrapé. Moi je demeure et je contemple ma mort. Mère, demande au dieu cerf de te guérir. San, j'ai vécu assez longtemps. Bientôt le dieu cerf reprendra ma vie. Un autre personnage secondaire particulièrement attachant, Jiko, le moine serviteur de l'empereur. En version française, il est interprété par André Chomeau, un comédien habitué aux rôles secondaires, au cinéma, au théâtre, et qui est décédé l'année dernière dans l'indifférence générale, hélas. André Chomeau a un timbre tellement attachant, tellement particulier, un timbre qui colle parfaitement au personnage de Jiko. Jiko est facétieux, on le prend au début du film pour un comic relief, mais il va s'avérer être beaucoup plus fourbe, beaucoup plus malin et beaucoup plus malicieux qu'il y paraît. Et toutes ces facettes du personnage sont résumées dans le timbre vocal de André Chomeau. Attends-moi, te sauve pas comme un voleur. On n'a même pas fait connaissance. Non, non, ne me dis pas merci, mon garçon, vraiment, c'est inutile. C'est moi, au contraire, qui dois te remercier. C'est vrai, je t'ai vu faire mordre la poussière à ces samouraïs de grand chemin. Pas mal du tout, hein. Maintenant, vous allez m'écouter attentivement. On a investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Les 40 arquebusiers ne sont pas venus ici pour jouer aux mineurs. Vous comprenez, la patience de Sa Majesté a des limites. Enfin, je parlerai de Dame Eboshi, chef d'un village où les femmes font la loi. C'est un personnage à la fois noble par certains de ses choix, elle est la seule à s'occuper de lépreux par exemple, mais également intéressée, elle veut la tête du dieu cerf simplement pour l'offrir à l'empereur. C'est en tout cas un personnage de femme forte, une vraie reine si j'ose dire. Et sa voix française a été judicieusement choisie puisqu'il s'agit de Mickey Sebastian. Mickey Sebastian qui est la voix française de Sharon Stone dans la plupart de ses films, mais également de Jodie Foster dans le célèbre film à Oscar Le Silence des agneaux. Vous êtes perspicace, docteur. Le choix de Mickey Sebastian était loin d'être idiot. En effet, Sharon Stone est plutôt connue pour ses personnages de femmes fatales et de femmes fortes. Mickey Sebastian est donc habituée à doubler ce genre de rôle. Elle était donc parfaitement apte à interpréter Dame Eboshi en version française, et elle nous le prouve dans le film. Certains ici pensent que tu es un espion de la fille louve ou du seigneur Asano et ses samouraïs. Nos forges sont convoitées par beaucoup de monde. Alors, étranger, dis-moi ce que tu viens faire ici. Alors je ne vais pas pouvoir parler de tous les personnages secondaires, hein, le temps va me manquer, je veux pas de montre. Je dirais simplement qu'ils sont globalement réussis. Peut-être quelques légers bémols sur certains personnages féminins, les jeunes filles du village d'Ashitaka par exemple, ou encore certaines dames des forges. On accroche ou pas, tout simplement. J'ai failli mourir de peur en te voyant. Les loups auraient dû te bouffer, tiens, espèce de bon à rien. Alors, en finale, Princesse Mononoke, bonne VF ? Oui. Mais pas seulement. Il y a selon moi 3 films dans les années 90 qui ont fait prendre l'animation japonaise au sérieux dans les cinémas. Akira, Ghost in the Shell et Princesse Mononoke. Et bien que les 3 aient bénéficié d'un doublage travaillé, Princesse Mononoke se détache globalement du lot. Ce travail très soigné est en partie responsable, selon moi, du succès commercial du film. 750 000 entrées pour un film d'animation japonaise, surtout en 2000, franchement c'est pas rien. Princesse Mononoke a donné envie aux gens de découvrir d'autres films de Miyazaki. Et ce succès a encouragé Buena Vista à persévérer dans cette voie en distribuant des vieux films de Miyazaki, comme Le Château dans le ciel ou Nausicaa de la vallée du vent. Princesse Mononoke a donné envie aux gens de voir de l'animation japonaise au cinéma.
Et Princesse Mononoke, à lui tout seul, a redoré le blason de la localisation de ce genre de film et de l'adaptation française des animés japonais. Et ça, putain c'est pas rien. Princesse Mononoke est un film superbe, et sa version française n'enlève rien à sa beauté. De toute manière, il faut le voir. Alors, version française, version originale, au final, peu importe, voyez-le. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, et d'ici là, soyez gentils, faites preuve de discernement devant une VF. Parce que sinon... Je ne le pardonnerai jamais. Voilà, par exemple. Oh, maman de perdition! Décide-toi! Fais ton choix! Je suis une femme très occupée et j'y passerai pas la journée. Ça ne te coûtera que ta voix. Ma pauvre amante de perdition! Oh, mal d'amour! Si tu veux vraiment passer le pont, faut payer l'addition. Avale bien, respire à fond, signe le contrat et mets ton nom. Flatsam, jetsam, je la tiens les enfants. Je complète ma collection d'une pauvre âme. Oh!